Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur LCI. Ce soir, sur le plateau, Gallagher Fenwick. Bonsoir Gallagher, vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Ulrich Bouna. Bonsoir Ulrich, vous êtes analyste géopolitique, chercheur chez Eurocréative. Et puis, j'ai également Aurélien Duchesne. Bonsoir, Aurélien Duchesne, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes consultant géopolitique et défense. Général Richoux, bonsoir Général, vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Et enfin, Sophia Mara, bonsoir Sophia, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir. Ce soir, le suspense est total. L'Iran exclut la signature d'un accord ou d'un pré-accord de paix entre la République islamique d'Iran et les États-Unis ce dimanche, alors que Donald Trump, justement, dit que cette signature est prévue dimanche. Voici ce que dit Donald Trump. L'accord devrait être signé demain et dès sa signature, bien sûr, le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous. Donc ça fait déjà deux affirmations complètement à l'inverse pour ce qui concerne la journée de dimanche, Gallagher Fenwick. Non, effectivement, il n'aura pas échappé aux Iraniens que demain dimanche est un jour très particulier pour Donald Trump puisque c'est son anniversaire. 80e anniversaire, effectivement. Se priver de faire tout ce qu'ils peuvent pour le gâcher. Cela dit, le médiateur pakistanais parle d'une signature électronique. Donc, 4 mois de guerre pour signer électroniquement un protocole d'accord, pourquoi pas. Mais ce que Donald Trump peut faire, puisqu'on est dans la supputation et les conjectures, c'est de signer effectivement électroniquement en attendant que les Iraniens en fassent de même. Donc, alors, on va rentrer dans les détails sur cette signature électronique ou pas. Mais avant, personne ne parlait de la moindre signature, qu'elle fût électronique ou avec des stylos, et personne ne parlait d'un jour de la semaine qui pourrait être le dimanche. Bon, on continue parce que on n'est pas au bout de nos surprises dans cette soirée, puisque du côté iranien, effectivement, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, lui, annonce que il dément ces informations selon lesquelles une délégation iranienne se rendrait où que ce soit, d'ailleurs au Pakistan demain ou à Genève, affirmant que l'équipe de négociation, je le cite, ne se rendra ni à Genève ni ailleurs dans les prochains jours. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même à Téhéran, puisque au moment où nous parlons, il y a quelques instants encore, il y avait des manifestations. Les manifestations, vous les voyez à l'image en ce moment même, ce sont des manifestations justement par des partisans du pouvoir devant le ministère des Affaires étrangères. Et que disent-ils ? Eh bien, évidemment, ils disent « Araghchi, honte à toi !» Honte à toi, c'est-à-dire, Sophia Mara, ils ne sont pas contents du fait qu'un accord serait potentiellement proche. C'est pas l'accord en lui-même qui est dénoncé par ces manifestants qui sont proches, comme vous le disiez, Anne, des Bassiges et des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Ils dénoncent en fait un protocole d'accord parce qu'ils disent que si on s'en tient au narratif de Téhéran, nous avons gagné. Or, qui dit gagner, pourquoi négocier ? Parce que ce protocole d'accord est un sas à des négociations qui doivent durer 60 jours et qui doivent être en principe couronnées par un accord. Or, ce qu'ils disent, c'est pourquoi est-ce que vous imposez ce protocole d'accord ? Si on a gagné, on signe tout de suite et on valide cette victoire. Ce qu'il faut savoir aussi dans les coulisses, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui est significatif, c'est qu'ils appellent à la démission des principaux négociateurs que sont Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, mais également le chef du Parlement. Mais ça, c'est pas nouveau. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on y avait eu droit. Exactement. Mais il y avait eu des appels à la démission du président du Parlement. Exactement, Anne. Mais qu'est-ce qu'il leur est reproché à ces deux hommes ? Il leur est reproché d'avoir court-circuité les Pasdaran pour obtenir l'accord du guide suprême de la révolution islamique, le nouveau, Mojtaba Khamenei, pour obtenir son accord pour ce cessez-le-feu, pour signer ce protocole d'accord. Donc, qui a télescopé, qui a envoyé ces gens manifester dans la rue, c'est dur. C'est Ahmad Vahidi, le chef des Pasdaran. C'est les plus conservateurs. Exactement, qui reproche aux modérés, entre guillemets, de les avoir court-circuités pour obtenir le feu vert du chef, du guide suprême de la Révolution. Aurélien Duchesne, parce qu'effectivement, ces manifestations ne sont pas du tout... spontanées. Disons qu'elles sont... Oui, elles ne sont pas spontanées, elles sont organisées. On voit ici à la fois les divisions au sommet du pouvoir iranien, mais aussi qui tient littéralement le haut du pavé. Rappelons-nous que même le président Pezeshkian avait été humilié quand il avait présenté des excuses et dit que son pays arrêterait de frapper les pétromonarchies du Golfe. Il s'est fait contredire dans les heures suivantes par les durs du régime. Là, on voit qui veut reprendre la main, qui tient des positions maximalistes, avec aussi l'idée, au pire,
de ne pas trouver d'accord. Certains sont prêts à assumer la guerre dans l'idée que c'est l'Iran qui a davantage de chances de gagner et de tenir le bras de fer. Et, dans le cas le plus optimiste, de vouloir un accord beaucoup plus, on va dire, victorieux pour l'Iran que ce qui est aujourd'hui prévu. Alors, nous venons effectivement de faire le tour de ce qui est dit, même si nous allons le détailler dans la soirée, parce que tout n'est pas si simple que cela. Ce qui est dit côté américain, ce qui est dit côté iranien, mais il y a également le côté pakistanais. Puisque si accord il s'appellera accord d'Islamabad. Parce que ça aussi, figurez-vous que dans les accords, tout est prévu, y compris la dénomination, l'appellation de l'accord. Et c'est important pour le Pakistan que cet accord s'appelle l'accord d'Islamabad. Donc, il y a eu un tweet du Premier ministre pakistanais à 13h aujourd'hui. Voilà, nous sommes plus proches d'un accord de paix que jamais auparavant, avec une finalisation probablement attendue dans les prochaines 24 heures. Donc il n'est pas extrêmement clair, lui non plus. Le Pakistan se prépare à la signature électronique, dit le Premier ministre, de l'accord de paix, suivi de discussions, Ulrich Bouna, suivi de discussions au niveau technique la semaine prochaine. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on signe d'abord et qu'on discute après. On signe d'abord pour acter la fin de la guerre, en quelque sorte, et offrir une sortie honorable un peu à tout le monde. C'est aussi ça qui se joue. Les deux camps vont essayer de tourner ce protocole d'accord comme une grande victoire, quelle que soit la réalité du contenu de ce protocole d'accord. Et après, effectivement, mais ça réglera rien sur le fond. Ça réglera pas la question du nucléaire iranien, etc. D'ailleurs, Donald Trump, dans son tweet de la journée, le dit, en fait, je peux retourner à la guerre si jamais les discussions sur le nucléaire me conviennent pas. Donc ça montre bien que, grosso modo, tout reste à négocier sur les sujets qui fâchent, notamment le nucléaire. Donc oui, effectivement, ce sera qu'une première étape. Donc si c'est signé électroniquement par les deux, ce sera une première étape pour éventuellement discuter des sujets de fond, sans garantie d'arriver à un accord sur les sujets de fond. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de signer électroniquement ? Gallagher, hier on avait Sylvie Berman quand même sur le plateau qui en tant que diplomate n'avait jamais vu ça. Non oui, c'est très 2026, je le disais nouveau. tout à l'heure, 4 mois de guerre pour arriver à un DocuSign qui arrive dans la boîte mail de J.D. Vance. Ça va faire besoin de tout drôle. Oui. Vous déplacez moins de C-17, alors c'est bien pour l'empreinte carbone et probablement pour la sécurité des Pourtant les belligérants. avions sont tout de même en train de se déplacer, Oui, on va y oui. venir. Pour la sécurité des belligérants qui se font quand même une confiance extrêmement modérée, et ça permet d'essayer le plus rapidement possible, avant que les uns ou les autres changent d'esprit et d'idées, de le faire de manière relativement indolore et rapide. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il ne faut faire confiance à personne, ni aux Iraniens, ni aux Américains, ni aux Pakistanais. Et les Pakistanais, c'est pas qu'ils mentent, mais ils embellissent. Et ça, c'est le rôle du médiateur, qui va dire aux Iraniens ce qu'ils ont envie d'entendre et aux Américains pareillement, même si les deux propos sont parfaitement contradictoires, pour essayer, de verrouiller ce qui serait une victoire diplomatique majeure pour un pays qui n'est pas particulièrement connu, et c'est pas irrespectueux que de le dire, pour ses talents de médiateur diplomatique dans les grandes crises du monde. Donc, Général Richoul, le Pakistan, là, a senti, a repéré une certaine aubaine. Ah oui, vraisemblablement, il se positionne en acteur majeur dans l'affaire. Ceci dit, tout ce que nous sommes en train de décrire, ça s'appelle tout simplement la diplomatie. S'il arrive à faire signer cet accord, il en sortira vraisemblablement grandi, parce que de toute manière, le Pakistan, il a eu des relations avec les États-Unis assez troublées quand même. Il a hébergé Ben Laden dans des conditions un petit peu particulières. Oui, la population pakistanaise n'a jamais été pro-américaine, mais en revanche, les dirigeants, oui. Oui, mais c'était quand même sur le territoire pakistanais que se trouvait Ben Laden. Tout à fait. Un beau pied de nez aux Américains. Peut-être même avec la complicité des services secrets de l'époque, etc. Forcément. Plus que peut-être. Donc effectivement, ils trouveront un avantage, mais là où je suis d'accord avec Gallagher, c'est que quand il y a un intermédiaire, il y a toujours un problème de perdition dans la communication, dans la précision de ce qu'on raconte, quand il faut aller raconter à l'un et après ce qu'a dit l'autre et inversement. On veut bien entendu embellir et présenter les affaires de la manière la plus pertinente possible. C'est vrai d'ailleurs avec les interprètes également, qui souvent l'interprétariat n'est pas neutre dans une négociation. Les interprètes souvent embellissent un petit peu ce qu'a dit la personne en face, et ça moi je l'ai constaté, ça apporte des malentendus. Donc je crois que l'affaire n'est pas pliée. Je crois qu'il faut quand même rester très très prudent, et il y a peu de chance à mon avis que ça ait lieu demain, compte tenu que, et pourquoi les Iraniens feraient-ils ce cadeau pour le 80e anniversaire de Donald Trump. Donc je pense que ça, on va attendre un petit peu encore.
Dans l'accord à venir, vous avez raison, qui est de dire qu'il est à venir. Nous sommes en train d'attendre cet accord. Donc, dans l'accord à venir entre les États-Unis et l'Iran, l'argent est très important. Je veux dire, le déblocage des sommes colossales qui appartiennent à Téhéran, qui sont gelées dans des banques étrangères, donc en dehors de la République islamique d'Iran, en raison des sanctions américaines. Washington répète qu'aucune somme ne sera débloquée. Pourtant, selon certaines informations, les Émirats arabes unis ont accepté de débloquer plusieurs milliards de dollars, au moins 10 milliards de dollars d'ailleurs, dont une première tranche qui serait une tranche de 3 milliards qui a déjà été débloquée à l'Iran. Tout de suite, nous allons en diplex au Qatar pour nous rendre compte de la situation. Oui, selon Reuters, les Émirats arabes unis auraient accepté de donner 10 milliards de dollars à l'Iran en échange de la fin des frappes contre la pétromonarchie. 3 milliards de dollars auraient d'ores et déjà été livrés à Téhéran. On ne sait pas s'il s'agit d'avoirs iraniens qui auraient été dégelés ou simplement d'argent émirati. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'Iran est en grande difficulté financière et cherche à tout prix à renflouer ses caisses. Avec ces milliards, Téhéran pourrait relancer la machine de guerre iranienne mise à mal par ces 4 mois de guerre. Le régime pourrait aussi utiliser cet argent pour apaiser la colère de la population dans un pays où l'inflation a atteint les 100% sur certains produits. À ces milliards, les gardiens de la révolution en auraient donc grandement besoin pour éviter un nouveau soulèvement populaire, même si pour l'heure, les Émirats arabes unis démentent avec la plus grande fermeté ces informations de Reuters. Nivine Potros, vous étiez au Qatar accompagné de Thibaut Bruck. Merci à vous. Donc, reprenons ces informations, parce que là, nous avons également tout et son contraire. Il est beaucoup question d'argent dans les tweets de Donald Trump, mais également J.D. Vance, le vice-président américain, s'y est mis, puisqu'il insiste sur le fait que les Iraniens ne reçoivent et ne vont recevoir aucun argent liquide et que rien n'est débloqué uniquement pour avoir signé un accord ou pour assister à une réunion, Gallagher. Mais là, ça n'est pas ce que disent, ce qu'on dit aux Émirats. Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas justement un changement de tactique et une volonté de la part de la République islamique d'Iran de dealer directement avec les Émirats arabes unis, qui eux auraient tout intérêt à, en échange de la paix, c'est-à-dire de ne plus être ciblés par Téhéran, eh bien débloquer une partie de ses avoirs? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a une forme de rapprochement entre les Émirats et Téhéran, ce qui peut paraître très surprenant, et ça dit long du rapport à la fois aux accords d'Abraham, aux Américains et aux Israéliens. C'est ça. C'est-à-dire que les Émirats, ils sont d'abord intéressés par leurs propres intérêts, et manifestement, ils estiment qu'afin d'être protégés dans un futur proche, vu le non-déménagement de la République islamique d'Iran, il va falloir s'entendre et en tous les cas trouver un modus vivendi avec elle. Ensuite, sur l'argent, et il faut le lire de près, le tweet de J.D. Vance, qui est publié, si vous voulez, à peu près au même moment que celui du ministre iranien des Affaires étrangères. À peu près, tout à fait. En fait, l'argent, c'est le sujet qui effraie Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'il parle de liquide? Parce que sous le JCPOA, les Américains transfèrent 400 millions de dollars sur des palettes à bord d'un ou deux Boeing en direction de la République islamique d'Iran. Ça a été très choquant. C'était de l'argent qui était dû aux Iraniens. Et donc, effectivement, il n'y aura pas d'argent liquide. En revanche, de l'argent, il y en aura. Oui, et il y en aura beaucoup. Mais sans doute pas liquide. Alors, non, mais ça arrive sur votre compte, vous n'êtes pas payé en liquide à la fin du mois. Donc en 2026, non, effectivement, je ne suis pas payé en liquide. Effectivement, des transferts d'argent qui vont être faits. Ça va emprunter des chemins très sinueux. Oui. Pourquoi ? Parce que Donald Trump ne veut surtout pas qu'on puisse dire que les Américains ont dégelé, débloqué, levé des sanctions, etc. Donc, les Qatariens vont jouer leur rôle. Il y a 12 ou 24 milliards chez eux. Les Émiratis, qui ont depuis des années servi de plaque tournante à l'argent sale des corps des gardiens de la Révolution islamique, savent très bien faire ce genre de choses. Il n'y aura pas de grand flux financier sans que ces derniers ne soient évidemment approuvés par le Trésor américain, qui à l'échelle mondiale a quand même la vision sur des mouvements de sommes comme cela. Donc si de l'argent va circuler, et beaucoup en direction de la République islamique, j'en termine par là. Pourquoi ?
Parce que les Iraniens veulent que ce protocole d'accord, ce mémorandum, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il se manifeste concrètement par quoi ? Par une première concession et qui soit la plus douloureuse possible pour les Américains. Cette administration américaine, pour qu'elle prouve par cette concession douloureuse, qu'elle est sérieuse. Et ça veut dire effectivement d'abord de l'argent et pas mal d'argent. Et écoutons ce qu'en a dit ce ministre des Affaires étrangères iranienne, celui-là même, Abbas Araghchi, contre lesquels des manifestants sont dans la rue ce soir à Téhéran. En vertu du présent accord, nos actifs seront dégelés et aucun d'entre eux ne pourra rester bloqué. C'est tout à fait clair. Pour remédier aux dommages infligés à l'Iran, un plan économique a été envisagé dans cet accord. Comme je l'ai mentionné, c'est l'une des questions dont les détails doivent être discutés en profondeur. Bon, Sophia Amara, est-ce que cette discussion autour de l'argent, dont Gallagher vient nous donner bien sûr le contexte et l'importance, c'est bien sûr parce que c'est pour apaiser les tensions régionales, pour favoriser la paix. En tout cas, c'est ce que souhaitent sans doute les Émirats arabes unis. Oui, c'est tout à fait cela. Gallagher avait raison de souligner que les Iraniens ont besoin d'un gage de sérieux de la part des Américains. Rappelez-vous qu'ils ont été frappés par 2 fois en pleine négociation. Maintenant, les Américains, et J.D. Vance en l'occurrence, peut très bien dire, en mentant entre les lignes, en tout cas en mentant par omission, pardonnez-moi, que du cash ne sera pas fourni. Oui. Du cash peut-être ne sera pas fourni, mais des virements vont être faits, et sûrement avec la connaissance des Américains, parce que rien ne passe sous leur radar, surtout pour des sommes comme ça. Et tout porte à croire, et d'ailleurs vous avez noté qu'une importante délégation émirati s'est rendue en Iran. Ce même Iran qui a abreuvé les Émiratis de drones et de missiles pour discuter de choses et d'autres. Donc on s'imagine bien que parmi les dossiers au menu, il y avait aussi des questions d'argent. Donc on n'est pas du tout... Peut-être que les Américains ne vont rien donner, mais ou rien libérer, mais en tout cas... parce que là on parle, c'est pas les Américains, c'est les Émiratis. Les Émiratis auraient déjà donné de 20, voilà, on parle d'une somme de 20 milliards de dollars qui aurait été convenue en échange d'un arrêt des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis. Ils ont acheté la paix. Ils ont acheté la paix. C'est-à-dire ils ont versé 3 milliards de dollars, apparemment selon ce qu'on dit. Déjà débloqués, de sources à Reuters, pour les donner au Pasdaran, ou en tout cas au régime iranien, sur la base de cet accord de cash for calm. Cash for calm, voilà, c'est ça. Du cash en échange de la paix. Ulrich Bouna, effectivement, beaucoup d'argent iranien, et pas que iranien, mais là on parle de l'argent iranien, se trouve dans des banques à Dubaï. Oui, effectivement, et de toute façon, en fait, les Iraniens ne libéreront pas le détroit d'Ormuz gratuitement. Ouais. C'est ça qui se joue. Si les Américains veulent, et c'est visiblement ce que veut Donald Trump, pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible au regard des conséquences économiques que ça a, il faudra que Donald Trump passe à la caisse. Alors, il va pas passer à la caisse directement, effectivement. Et J.D. Vance a aussi, là encore, raison. Encore une fois, mensonge par omission. Effectivement, on va pas donner de l'argent aux Iraniens parce qu'ils vont s'asseoir à la table des négociations, signer le mémorandum. On va leur donner de l'argent indirectement parce qu'ils rouvrent le détroit d'Ormuz. C'est ça qui est en train de se jouer. Et donc, effectivement, on va passer par ces intermédiaires du Golfe. Et c'est de ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le sentiment que dans cette négociation, il y avait une espèce de répartition un peu des rôles. C'est les Pakistanais qui avaient un peu le leadership et qui auront ce privilège de signer les accords d'Islamabad. Mais les pays du Golfe étaient impliqués depuis un certain temps. D'ailleurs, on se demande comment ça se fait que le Qatar les laisse faire finalement et les laisse appeler ces accords les accords d'Islamabad. Mais après, c'est du jeu. Ah, attendez, négociation, on voyait bien que tout le monde est acharné dans la négociation. Hein. Mais pour le coup, chacun s'est un peu réparti le rôle. En fait, les pays du Golfe ont géré les questions financières. Oman a sans doute géré. Oui, mais le Qatar, je ne sais pas encore vraiment ce qu'ils ont obtenu. Et le Qatar a toujours été un médiateur dans cette région. Traditionnel. Alors que le Pakistanais, c'est plus récent. En l'occurrence, effectivement, pour ce cas-là, les Pakistanais ont commencé, les Qataris ont pris la relève ou ont complété l'action des, des Pakistanais. Oui. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la concurrence entre les médiateurs. Bien sûr. Je veux bien qu'il y ait une forme de complémentarité. Il y a aussi quand même de la concurrence entre les Qatariens, les Pakistanais, les Égyptiens, les Turcs et d'autres dans la région pour s'arroger ce beau rôle. Rappelons que la dernière frappe iranienne directe contre les Émirats arabes unis, c'était pas des moindres, c'était à Fujairah, le port des Émirats dans le golfe d'Oman, Aurélien Duchesne, et que c'était une frappe directe importante.
Alors, non seulement Donc ils sont passés par-dessus tout ça. Mais absolument. Alors non seulement c'est une frappe importante pour l'économie, Fujairah, c'est un de leurs plus grands terminaux pétroliers et c'est leur fenêtre maritime alternative. C'est l'alternative, même si plus coûteuse, au détroit d'Ormuz. Vous voulez dire parce qu'elle est située géographiquement du côté qui est ouvert et non pas du côté du Golfe qui est fermé. Voilà, donc elle permet, on va dire, de circonvenir en partie à l'importance d'Ormuz. Et cette frappe était aussi d'autant plus humiliante qu'elle répondait à quoi ? Elle répondait à des échauffourées avec l'armée américaine et les Iraniens avaient décidé de frapper directement le territoire des Émirats Arabes Unis, de refrapper un tiers. C'est d'autant plus humiliant pour les Émirats. On est quand même passé en 3 semaines de dire que les Émirats avaient potentiellement frappé au sol avec leurs avions de combat l'Iran à parler des Émiratis qui envoient une délégation à Téhéran pour négocier. La perte quand même, on va dire, de crédit, je trouve, des dirigeants émiratis dans cette affaire est quand même assez vraisemblable. Mais je pense qu'elle est liée à la perte de crédibilité des Américains. En fait, c'est tout le cœur du sujet, il est là. C'est que comme les Américains peuvent pas garantir la sécurité des pays du Golfe et que les pays du Golfe peuvent pas le faire tout seuls, c'est pas l'armée émiratie qui va faire tomber les passes d'Aran. Du coup, ils ont pas le choix. Et pardonnez-moi. Oui. Et pardonnez-moi, cette stratégie n'est pas nouvelle. Le cash for calm, c'est ce qu'a fait Netanyahou avec le Qatar et les valises de millions de dollars qui arrivaient tous les mois au Hamas pour diviser on achète la paix. Entre Gaza et la Cisjordanie, diviser les rangs palestiniens et acheter la paix. Et on a vu le résultat. Ils veulent le faire en Ukraine. Quand on dit que les dernières frappes sur les Émirats, c'était le 4 mars, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé en mai dernier. À la mi-mai, je crois que c'était le 18 ou le 19 mai, quand les Iraniens ont utilisé certaines de leurs forces mandataires, je crois, pour tirer depuis l'Irak des drones, 3 dans mon souvenir, dont au moins un qui a percuté l'alimentation électrique. Le groupe électrogène. De la centrale nucléaire aux Émirats. Donc ça, c'était il y a pile un mois. Et c'était une manière déjà pour l'Iran de se rappeler au bon souvenir du Golfe et des Américains en disant si vous avez la mauvaise idée de reprendre les hostilités, on peut également refaire payer un prix et peut-être plus lourd encore que celui qui a déjà été payé par ces puissances, en utilisant à la fois nos moyens, mais aussi en fournissant nos forces mandataires dans la région, afin qu'ils participent également à la riposte et aux représailles. Concernant le détroit d'Ormuz, puisque je dirais que c'est peut-être le seul point de l'accord en cours, de l'accord qui sera signé de façon virtuelle ou pas dimanche ou un autre jour, eh bien c'est le seul point plus ou moins clair, en tout cas concrètement, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, on peut le voir, même si là, une fois de plus, on a 2 visions différentes, puisque du point de vue des Américains, le CENTCOM dit ce matin que finalement circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Les forces américaines ont tout abattu au cours des dernières heures, alors que le flux de trafic à travers le détroit se poursuit sans entrave. Donc il est clair, Général Richoux, que pour les Américains, pour le CENTCOM, le blocus naval continue à fonctionner de façon efficace. C'est un narratif, c'est le narratif du président Trump, mais on sait très bien... C'est la volonté du président. Oui, bien sûr, mais on sait très bien que les négociations auront 2 points d'achoppement, c'est Hormuz et puis c'est le nucléaire. Alors là, Hormuz, très clairement, on ne sait pas du tout dans quelles conditions le détroit d'Hormuz va être ouvert. Y aura-t-il un droit de passage, genre, je sais pas, Montreux avec les détroits, avec la Turquie, etc., sur les Dardanelles? Peut-être, c'est possible. Y aura-t-il un accord complet? C'est possible aussi, mais je crois que les Iraniens, qui ont quand même la géographie pour eux, eh bien, vont faire monter les enchères assez haut ça reste leur manière de prendre en otage le monde entier. Et d'ailleurs, quand on voit avec les Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, ils ont une stratégie payante, c'est de ne pas répondre à la force militaire par la force militaire auprès des États-Unis, mais surtout bien de s'en prendre, je dirais, à la dimension économique mondiale, c'est-à-dire taper sur les États riverains et puis taper sur le détroit d'Ormuz. Et donc moi je suis pas du tout certain que le détroit d'Ormuz va être le problème du détroit d'Ormuz va être réglé. Mais justement, mais pour le moment on ne fait pas d'élucubration sur l'avenir, on essaye de relater les faits, et dans les faits, eh bien malgré la perspective d'accord, puisqu'il s'agit bien d'une perspective d'accord, tout le monde en parle, les États-Unis ont abattu aujourd'hui des drones iraniens dans ce détroit d'Ormuz. Nous venons d'entendre la partie officiellement américaine. Que disent les Iraniens ?
Écoutez ce qu'a dit ce journaliste, un envoyé spécial de la télévision d'État iranienne, qui était dans le détroit aujourd'hui même. Après 2 jours de tension dans le détroit d'Ormuz, le calme a régné sur ces eaux hier et aujourd'hui. Bien sûr, le détroit a été fermé à toute navigation en raison de la malveillance de l'armée d'invasion américaine et sur ordre du corps des gardiens de la révolution islamique. Nos images satellites montrent que plus d'1 millier de pétroliers et 10 navires commerciaux se trouvent de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Ils attendent toujours l'autorisation de l'Iran et de la marine du corps des gardiens de la révolution pour traverser ces eaux. Aurélien Duchesne, on voit bien qu'il y a là une bataille littéralement sur place navale pour garder le contrôle de ce détroit et prétendre qu'on le domine. Et puis une bataille de la communication, puisque le communiqué du CENTCOM dit le contraire de ce que vient de dire ce journaliste de la télévision d'État iranienne. Oui, ils communiquent, Iraniens et Américains, sous l'efficacité de leurs blocus respectifs. Pour le coup, il y a une efficacité de près de 90% du blocus américain. Ceux qui échappent au blocus américain, ce sont notamment des navires qui vont longer les eaux territoriales du Pakistan. Et côté iranien, ils ont beau jeu de dire qu'ils ont réussi à tout bloquer ou presque dans l'autre sens. Simplement, moi je vois une contradiction entre ce qui est proclamé là et ce qui est négocié en ce moment. Si les Américains sont effectivement en train d'être sérieux dans l'idée qu'on va lâcher quelques milliards à l'Iran, c'est contradictoire de la stratégie du blocus. On est en train de donner à l'Iran une marge de respiration, alors que la seule chose qui était efficace ces dernières semaines était le blocus pour faire effondrer l'économie et le régime. Donald Trump, revenons à ce qu'il a dit tout à l'heure dans son tweet sur Truth, l'accord devrait être signé demain. Bon, ça, on le sait, c'est la volonté de Donald Trump, c'est son anniversaire demain, effectivement. Et dès sa signature, le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous. Sophia Marin. Oui, alors c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il a dit aussi hier, rappelez-vous. Nous l'avons commenté sur ce plateau, mais les Iraniens ne sont pas d'accord. Ne confirment pas. Ils persistent ces signes. D'abord, à dire que, ce ne sera pas nécessairement demain, que aucun négociateur ne s'est rendu ne se dirige vers l'Europe ou vers la Suisse. Et puis, enfin, ils disent que on ne reviendra pas à la situation hantée, c'est-à-dire à la situation qui prévalait le 27. Ils ont découvert leur force de dissuasion la plus phénoménale, qui est celle de dominer le détroit d'Ormuz, de le contrôler. Général Richoud, donc ils vont pas revenir dessus. Oui, absolument, parce que la géographie est une science exacte. Et voilà. Et donc, dans cette science exacte... Ça, c'est vrai, vous avez raison, vous faites bien de le souligner. Mais ça, c'est des choses que les militaires ont fait. On ne peut pas modifier les choses. Ils ne peuvent pas modifier les choses. Ils sont là, ils resteront là. Et donc, le temps joue pour eux. Et donc, je pense qu'ils jouent là-dessus. Trump est à plein d'échéances électorales, les 250 ans, les midterms, son anniversaire également, la Coupe du Monde, il peut pas redéclencher une guerre à ce moment-là, etc. Donc, je pense que les Iraniens, là, grâce à la géographie, marquent un point et sont capables de durer de ce côté-là. Alors, il y avait effectivement cette tentative de politique d'étranglement, mais il y a aussi des capacités de contourner les blocus et puis de pouvoir s'inscrire un petit peu dans un temps plus long, en fait, que l'adversaire. Parce que c'est toujours, vous savez, cette fameuse maxime qu'on connaît bien maintenant, la victoire appartient à celui qui sait souffrir le dernier quart d'heure. Et donc, qui saura souffrir le dernier quart d'heure? Moi, je pense qu'il y a quand même avantage aux Iraniens qui sont chez eux et qui ont l'habitude de souffrir. Et donc, Trump, lui, il est pressé d'avoir son accord. Et donc, oui, là, c'est bien une différence. Il va accepter, à mon avis, de manger un certain nombre de couleuvres. En tout cas, parce que Hormuz est bloqué par les Iraniens et par les Américains, et cela a des conséquences mondiales, on le sait. Évidemment, des projets de contournement du détroit d'Ormuz se font jour. L'un d'eux met en scène, regardez bien cette carte, la Turquie et l'Arabie Saoudite qui ont établi une ligne ferroviaire, là, vous voyez, qui part de Istanbul, donc du nord de cette carte, et qui, à terme, reliera la mer d'Arabie à la mer Méditerranée. C'est un projet gigantesque. Il contourne d'ailleurs Israël et les Émirats Arabes Unis, Sophia Marin. Ce projet, il est éminemment géopolitique. Et en fait, c'est une ligne historique.
Tout à fait, c'est la ligne du Hedjaz, exactement. Et ce projet a un nom d'ailleurs, c'est le projet des 4 mers. Le projet des 4 mers qui justement consiste à se passer du détroit d'Ormuz. Déjà à l'époque, c'était du temps de Bachar el-Assad, il y a été abandonné puisque Bachar el-Assad est entré dans cette guerre contre sa population qui a duré 13 ans. Et d'ailleurs, les Syriens et les Turcs aussi ont signé un accord. Et en fait, si vous regardez bien la carte, ça part d'Arabie Saoudite, vous voyez, là où il y a écrit Riyad, mais plus tard, ça pourrait même partir d'Oman, plus à l'est. Oui, il y a un projet ultérieur. Voilà. Jusqu'à Oman. Et donc, on part d'Oman, Riyad, on monte jusqu'à la Jordanie, on passe vraiment sur un petit bout du royaume hachémite jordanien, on passe évidemment par Damas, et on continue vers la Turquie, donc il y a 4 mers, c'est pour ça que le projet s'appelle le projet jusqu'à la mer Méditerranée. Des 4 mers, et ainsi... le détroit d'Ormuz perd sa valeur stratégique pour la République islamique d'Iran. Si ce n'est quand même qu'une voie ferrée ne transporte pas capacité. Et c'est pas les mêmes volumes. C'est pas les mêmes volumes. Pas les mêmes volumes. Ulrich, puis Aurélien. Juste 2 éléments. Il y a quand même, c'est quand même le symbole un petit peu du retour de la Turquie dans la région. Voilà. C'est un chemin de fer qui avait été construit par les Ottomans, détruit par notamment Laurence d'Arabie. Mais du coup, effectivement, c'est quand même le grand retour de la Turquie. Et ce que cette crise a symbolisé, c'est aussi le retour de la Turquie un petit peu en grand médiateur régional. Et deuxième point, ce genre de parcours alternatif au détroit d'Ormuz, ça explique aussi, les Iraniens ils savent que le détroit d'Ormuz c'est une carte à un coup. En fait, s'ils la jouent maintenant, ils pourront pas la jouer dans 10 ans. Parce qu'il y aura des projets alternatifs. Tout le monde va essayer d'éviter le détroit d'Ormuz. Les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens, de façon diverses et variées. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que les Iraniens, ils mettent un peu tout ce qu'ils ont actuellement pour essayer d'obtenir un maximum de concessions parce que, encore une fois, le détroit d'Ormuz, dans 5 ans, n'aura plus l'importance stratégique qu'il a aujourd'hui. Oui, Aurélien Duchesne. Autant, ce changement de frais, ça coûte beaucoup plus cher et il y a moindre capacité d'emport, autant quelque chose qui montre l'importance de ça, c'est ce qui s'est passé dans l'autre détroit, Bab el-Mandeb. Ça fait 2 ans que ce détroit est quasi pacifié. Il y a des armées européennes et des frappes américaines qui ont réduit la menace des Houthis. Et pourtant, le trafic est 2 fois inférieur à ce qu'il y avait avant fin 2023. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui préfèrent perdre 3 semaines pour continuer. Parce que les entreprises préfèrent la sécurité à la rapidité. Et ça montre combien d'investisseurs seraient prêts à soutenir ce genre de projet. Ce genre de projet pouvait passer délirant, notamment pendant la guerre civile syrienne. Aujourd'hui, ça revient sur la table parce qu'on se dit, il n'y a plus le choix. C'est ça ou c'est risqué la prise en otage par l'Iran. Écoutons ce qu'a déclaré en sortant du CENTCOM qui est en Floride, à Tampa, Pete Hegseth, le ministre américain de la guerre, mercredi, à propos de la volonté américaine, de l'évidence que c'est pour Washington que ce sont les États-Unis qui dominent le détroit. Jusqu'à présent, le blocus est en béton armé et nous pouvons déplacer des navires commerciaux dans et hors du détroit d'Ormuz. Donc, qui contrôle le détroit d'Ormuz ? Et le président Trump l'a dit et il a raison, ce sont les États-Unis d'Amérique qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Nous sommes en mesure de faire entrer et sortir du pétrole et d'autres choses avec des partenaires, et cela depuis des semaines maintenant, d'une manière que les Iraniens ne veulent pas reconnaître. C'est une puissante réalité sur le terrain. Oui, Gerger Fenwick, c'est quand même assez rare de voir Pete Hegseth pas en veste de costume. Il a ou alors côté, pas en sport. Là, il était très casual. Ultra viril, donc ça, c'est de plus en plus moulant, et puis c'est. Non, mais là, il sort du CENTCOM quand même, avec ses lunettes de soleil sur le. Non, il est pas. Il est au QG. Du CENTCOM. Du CENTCOM en Virginie. Oui, tout à fait, en Floride. C'est en Floride. Oui. Pardon. Donc la tenue, je suis pas sur ce commentaire, mais absolument. On a ouvert cette séquence avec un. Non, si, ça dit des choses. La forme, c'est important, mais surtout que lui, elle est très travaillée, pensée, etc. Tout à fait. Tout est une stratégie. C'est la célébration du muscle, le virilisme, le masculinisme. On va y venir un peu plus tard dans la soirée. Mais non. Si vous voulez, les Américains contrôlent le détroit d'Ormuz. S'ils le contrôlent, pourquoi est-ce que ça circule pas comme le CENTCOM l'affirme, c'est-à-dire sans entrave? Il y a quand même un souci de coordination des éléments de langage, puisque Donald Trump vient d'annoncer Urbi et Orbi qui sera ouvert à tous demain, dimanche. Donc ce dimanche. Donc soit c'est sans entrave, soit ce dimanche il se passe pas grand-chose puisque c'est déjà sans entrave. Mais une chose, c'est-à-dire sur cette histoire de chemin de fer et tout ce qu'on est en train de commenter, c'est que les Iraniens ils sont en train de redessiner cette carte. Et ils sont en train de participer, à la reconfiguration de la circulation des flux énergétiques. Un quart quand même du pétrole et pas loin de ça pour le GNL. Et vous savez quoi ?
le détroit d'Ormuz ne refonctionnera plus jamais comme avant, et ils peuvent faire des rails et les remettre. Les drones et les missiles, vous croyez qu'ils savent pas taper des rails ? Donc il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est la décarbonation. Ça ne changera rien, c'est ce que vous dites. C'est la décarbonation, c'est l'autonomie énergétique, ou alors c'est de comprendre que ce régime, comme le font les Émiratis et d'autres vont y venir, il va falloir le contenir et négocier afin de pacifier tout cela et pouvoir revenir à une sorte de modus vivendi qui ne sera plus jamais comme avant. Donc ce sont des solutions de long terme. Hier, 11 avions américains A-10 sont rentrés sur une base aérienne en Grande-Bretagne. Ils venaient d'Italie, et avant d'Italie, ils venaient bien sûr du Moyen-Orient. Regardez ces avions. Ils sont sur le chemin du retour, bien sûr, vers les États-Unis après leur déploiement par le CENTCOM pour participer à la fameuse opération que nous commentons depuis le début de cette guerre, l'opération Epic Fury. Comme on peut le constater, ils ont reçu des décorations sur les nez de leurs appareils, ainsi que du marquage pour les bombes. Alors, Général Richoux, et également des surnoms d'ailleurs. Regardez ce qui est encerclé par notre chef d'édition, Quentin Briand. Là, c'est le nombre de bombes qui... voilà, c'est comme un trophée, c'est-à-dire, finalement, c'est la tradition de faire cela. Oui, c'est la tradition. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on y mettait les croix gammées, les Allemands faisaient la même chose, tout le monde a toujours... alors, comme c'est un avion d'attaque au sol, c'est plutôt des bombes ou bien qui sont indiquées. Mais alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est le nombre de missions ou pas. Là, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne un aperçu de la grande variété d'armements qu'ils ont utilisés sur les théâtres d'opération. Parce que tout ça est absolument classé secret défense. Sauf que quand on regarde ces avions, on peut analyser, en tout cas, avoir une idée. Certains, ce sont les bombes GBU-31, certains, ce sont les GDAM, les lasers GDAM, etc. Les missiles air-sol. Enfin, tout le monde y va de son symbole. Voilà, c'est ça. Et donc, ça prouve en tous les cas qu'ils ont... Alors, les A-10, c'est pas forcément cette mission-là. Moi, les A-10, je rappelle qu'il y en avait peut-être 50, 100, je sais rien, quand j'étais à Bagram, en Afghanistan. Il y en avait des dizaines et des dizaines. C'était absolument colossal sur la base de Bagram qui était stationnée. Donc, il peut y avoir aussi des missions plus anciennes. Mais généralement, je sais, c'est plutôt lié au pilote, alors plutôt qu'à l'engin. Donc on peut penser quand même. Vous voyez, alors je sais pas ce que c'est que les espèces de. Si c'est je ne maîtrise pas la symbolique de tout ce qui a été tiré sur cette affaire-là, mais ça montre quand même qu'il s'est passé beaucoup de choses dernièrement avec les A-10. Et c'est comme ça qu'on peut en savoir un petit peu plus sur Aurélien Duchesne, sur ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai envie de dire, on se console comme on peut aussi. Ils auraient pu mettre un kill count, c'est-à-dire des marques de ce qu'ils auraient abattu. Il y a un F-35 qui a abattu un vieux coucou soviétique appartenant à l'Iran. Ça n'est pas non plus glorieux. Donc, ils ont substitué à des marques de kill count ce qu'ils ont utilisé pour frapper au sol. Mais je vois un autre signal surtout. Au-delà de ce qu'il y a de mis sur les avions, c'est le rapatriement de ces avions sur une base américaine au Royaume-Uni. Ça montre que on a beaucoup commenté la présence des A-10 en disant ça montre l'imminence d'opérations, par exemple sur l'île de Kesh, mais pour frapper au sol. S'ils les rapatrient, ça montre à quel point les Américains, faut passer le message, il n'y aura pas d'opération de ce type, et on met ça, à mon sens, hors de la table. On pourrait remplacer ces dessins de bombes. Par le soi-disant protocole d'accord. Oui, Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça a produit comme effet politique, ces bombes qui ont été déposées par milliers sur l'Iran. Mais ils ont avec effectivement parfois une grande précision et des cibles, ça a été expliqué par Aurélien Duchesne, éliminées, mais aussi des universités, toucher des sites culturels, l'école de Minab qu'il ne faudra jamais oublier. Non, mais là, vous posez, Gallagher, Fenwick, une question beaucoup plus large et beaucoup plus philosophique du sens de la guerre. Et existe-t-il des guerres justes ? C'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre dans tous les livres que j'ai écrits et dans toutes les guerres que j'ai couvertes. Mais je voudrais vous montrer un autre appareil sur lequel, parce que c'est quand même assez intéressant du point de vue de l'histoire de la guerre telle qu'elle est en train d'être vécue. Un appareil sur lequel il est inscrit « So others may live ». Donc en tout petit, qui est peint sur cet appareil. Voilà, « So others may live », c'est-à-dire c'est l'avion qui a participé sans doute à l'opération de sauvetage vous vous souvenez, Gallagher, du pilote, soldats. Oui, voilà, des soldats américains. Donc, ça fait partie de tout ce qui est l'histoire de la guerre. Non, bien sûr, pour que d'autres puissent vivre. Donc, soit c'est lié effectivement au sauvetage des deux pilotes
qui était retenu qui était au sol, donc sur le sol iranien après que leur aéronef ait été abattu. Soit c'est une phrase, vous parliez il y a quelques secondes de philosophie, qui indique que cette opération, à la base, elle devait donner à une grande partie du peuple ce qu'ils attendent désespérément depuis des décennies, à savoir une vraie liberté. Mais je reviens à mon propos initial, qui n'a pas pour but d'être cynique ou noyé dans l'éther d'une forme de philosophie. Mais quel est l'effet politique, quel est l'effet politique qui a été produit, quel est le coût humain enduré, et au final, tout ça pourquoi ? Je vous suis dans ces questionnements, absolument. Nous a rejoint, bonsoir Richard Verly, merci bonsoir d'être Anne, bonsoir tout le monde. Avec nous. Vous êtes journaliste correspondant en France pour le quotidien suisse Blick. Et regardons un clip qui est un clip à la gloire de la stratégie très trumpienne de ce que Donald Trump appelle la paix par la force. Normalement, ce clip doit être présenté officiellement demain. Parce que, on vous le dit, on vous le répète, demain est un grand jour. C'est l'anniversaire de Donald Trump. Donc, non mais je ris, mais c'est tout ce que Donald Trump écrit lui-même sur son réseau Truth Social. Donc, et nous avons partagé avec vous, disons presque en avant-première, ce clip qui sera présenté demain officiellement comme le début, pour marquer le début, en même temps du 80e anniversaire de Donald Trump, des célébrations du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine. On écoute ce clip. America's military is unmatched. Projecting power, denying passage to adversaries, and protecting our interest at the time and place of our choosing. America is winning. Measure our success not only by the battles we win, but also by the wars we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. It's called peace through strength. Richard Verly, donc on entend les voix de deux personnes dans ce clip, on vous l'a raccourci parce qu'il est un peu plus long. Le premier à apparaître également à l'image, c'est Pete Hegseth. Ce n'est pas Donald Trump. Et le second, c'est Donald Trump. Et je note quand même que Donald Trump dit qu'on mesure le succès par les guerres qu'on n'a pas entreprises, mais aussi par celles qu'on sait faire stopper. Oui, la paix par la force en soi, c'est un slogan qui est assez séduisant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu en partie Donald Trump. La grande différence, c'est qu'une fois au pouvoir, il ne l'a pas mise en œuvre, ou en tout cas, on attend de voir les résultats. On a plutôt l'impression que c'est la force d'abord et la paix, on verra. C'est plutôt ça, jusqu'à maintenant. Et donc, je crois que la grande différence... La force d'abord et la paix, si on y arrive, finalement. Si on y arrive. Voilà, et dans ce clip, ce qui est quand même intéressant, parce qu'il se termine par ce slogan, la paix par la force, qu'il a à plusieurs reprises, Donald Trump, dit lors de meetings ou autres. Il n'y a à aucun moment des images de paix. Ouais. C'est-à-dire que c'est un clip qui parle de paix. Vous ne voyez à aucun moment des gens en paix se serrer la main ou participer à quelque chose. À aucun moment. Pourquoi ? Vous ne voyez parce que les images militaires sont plus fortes ? En plus, par la force, au même titre que Make America Great Again, c'est à la base Ronald Reagan qui a employé ce slogan. Sauf que lui, il l'a employé d'une autre manière, c'est faire s'effondrer l'URSS, notamment par la course aux armements, et c'est une politique de dissuasion. Reagan a frappé directement l'Iran, il les a fait plier en 3 semaines, c'était la guerre des tankers, enfin il avait frappé dans le détroit d'Ormuz. Là, ce que Trump fait à l'international, c'est l'exact inverse. Vous prenez ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, la leçon qu'en retirent les Russes ou les Chinois, c'est que les Américains, par peur de trop s'engager au sol et d'avoir des pertes, ont fini par reculer et à s'arrêter dans une guerre où ils avaient encore les moyens d'aller beaucoup plus loin. Et quand vous voyez ce que Trump a fait en Ukraine, c'est l'exact inverse de la paix par la force, tel que l'avait professé à raison Ronald Reagan à l'époque. Oui, j'irai plus loin encore en disant que ça n'est pas la paix par la force, c'est la guerre et au final la force de dissuasion gravement entamée pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils se sont arrêtés à mi-chemin, ils ont rebroussé chemin et ils se sont retrouvés embourbés dans une situation catastrophique face à une force régionale, finalement. C'est pas comme s'ils étaient en conflit avec la Russie ou l'ex-URSS du temps de l'ex-Union soviétique ou avec la Chine ou que sais-je. Donc non seulement il a fait la guerre et
il ne l'a pas gagné, et la force de dissuasion en tout cas, est gravement entamée. Mais je pense qu'en fait, ce clip-là sort justement parce qu'il va falloir assurer le service après-vente d'un mauvais accord. Et donc, il va falloir continuer à projeter de la puissance. Il anticipe, en fait. Bien sûr, complètement. Il va continuer, il dira qu'il a gagné la guerre et qu'il a l'armée la plus puissante du monde. Oui, mais le vrai problème, c'est que là, moi, ce que je vois là, en tant que soldat, c'est l'éloge du guerrier. C'est ça. Complètement. C'est le guerrier. Or, un soldat dans une armée démocratique, ça n'est pas qu'un guerrier. C'est quelqu'un qui accomplit la politique de son pays. Et je rappelle que accomplir sa mission, ça n'est pas forcément tuer les autres. Excusez-moi, le soldat, il est là pour accomplir. Général, de vous couper. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en train de commenter les derniers postes, bien sûr, de Donald Trump, qui justement aujourd'hui a une fois de plus parlé du nucléaire. Il l'appelle d'ailleurs la poussière nucléaire. Ça fait longtemps qu'il n'en avait pas parlé, alors que il pense qu'il va y avoir un accord de paix signé demain. Il parle de la journée de dimanche, alors que les Iraniens, eux, disent que ça ne sera pas dimanche. Mais rejoignons tout de suite Mathieu Derrien, qui se trouve à Washington. Bonsoir Mathieu, merci d'être avec nous en direct de Washington. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces nouveaux postes, ces nouvelles déclarations de Donald Trump à propos du nucléaire ? Oui, Donald Trump affiche son optimisme dans le message qu'il a posté sur son réseau social Truth en milieu de journée. C'était à peu près le moment où il quittait la Maison-Blanche pour rejoindre son golfe de Virginie. Donc il était peut-être particulièrement de bonne humeur à ce moment-là. En tout cas, il a écrit qu'il était prévu qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran soit signé dès ce dimanche et qu'immédiatement après, eh bien, le détroit d'Ormuz serait rouvert. Alors, selon le président américain, c'est un accord qui serait un verrou absolu contre une arme nucléaire iranienne. Et il évoque même le sort de l'uranium enrichi, puisqu'il dit que les États-Unis se chargeraient d'aller le chercher, puis de le détruire, soit sur place, soit aux États-Unis. Alors, vous l'avez dit, il se trouve que demain, ce sera l'anniversaire de Donald Trump. Vous le savez, il organise une grande soirée de combat MMA sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. On attend à peu près 125 000 personnes ici à Washington. D'ailleurs, autour de nous, on en voit déjà beaucoup dans les rues avec des shorts aux couleurs du drapeau américain ou même des casquettes MAGA. Donc vraiment, demain, ce serait le jour rêvé pour annoncer la signature d'un accord pour Donald Trump. Mais est-ce que ce rêve va se réaliser ? Rien n'est moins sûr, puisque par le passé, il a déjà fait beaucoup de fois ce genre d'annonce sans que rien ne se matérialise derrière. Effectivement, nous en sommes à la 40e fois, Mathieu Derrien. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous de Washington. Qu'a dit exactement Donald Trump ? Moi, je trouve que dans ce nouveau poste, il y a un moment intéressant. Lorsque le calme sera revenu, dit Donald Trump, nous irons récupérer la poussière nucléaire enfouie profondément sous d'importantes montagnes de granit. Et puis il ajoute, grâce à nos magnifiques bombardiers B-2 et à leurs brillants pilotes. Bon, ça c'est habituel. Puis nous la désintégrerons, cette poussière nucléaire, et la détruirons, que ce soit en Iran ou aux États-Unis. Donc on a pas mal d'informations, alors qu'on pensait que justement ça serait les Iraniens qui s'en occuperaient chez eux tout seuls. Maintenant, Donald Trump revient avec ses B-2, les B-2 qui étaient à l'œuvre en juin dernier. Alors, Gallagher. La manière dont je l'ai compris, c'est que les B2, c'est en référence à l'état qu'il présente, donc à l'état dans lequel serait, j'emploie le conditionnel, l'uranium enrichi, c'est-à-dire à l'état de poussière. Détruit par les B2. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller le récupérer avec les B2. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Pour résumer la chose, je dirais, ça ne se fera pas. Et il y a une concession qui est absolument majeure et qu'il a du mal à cacher. Il dit, écoutez, ce sera dilué ou détruit, soit aux États-Unis, soit en Iran. Je vous laisse imaginer le choix de la République islamique. Oui, entre les deux, bon cœur balance. Évidemment, les Bassidji à Téhéran, ils veulent que ça soit chez eux, bien sûr. Il commence avec une de ces formules sibyllines dont il a le secret. Quand le calme sera revenu. Calmé. Oui, voilà. Ça, c'est. Donc, autant vous dire ce que je préfère. Qu'il a pris les bonbonnes d'uranium enrichi à l'état gazeux et qu'il les a balancées
en bas de la rue, comme on dit en anglais, kick the can down the road, ce qui veut dire, on va repousser ça, on va s'occuper dans un premier temps de signer un cessez-le-feu et de rouvrir le détroit d'Ormuz, et puis le nucléaire, ça, de toute façon, c'est à l'état de poussière, et puis peut-être qu'on ira, alors soit ce sera aux États-Unis, soit ce sera en Iran, mais c'est pour après, c'est pas pour tout de suite. Alors ça, c'est du côté de le wishful thinking, disons, de Donald Trump. Côté iranien, voici la position. Même pour les Iraniens, selon certaines informations, avoir accès à cet uranium serait désormais difficile et même dangereux. Nécessiterait d'ailleurs un équipement d'excavateurs lourds, voire des opérations de déminage qui sont risquées. Écoutons ce qu'a dit à ce propos Abbas Araghchi, qui parle décidément beaucoup au nom de la République islamique d'Iran, le ministre des Affaires étrangères. Et bien sûr, notre position a toujours été, et c'est depuis longtemps notre politique, que si l'on doit traiter la question des matières enrichies à haut niveau, en particulier celles enrichies à 60%, alors, de notre point de vue, la seule méthode acceptable est leur dilution ou leur conversion en Iran. Sophia Amara, on ne peut pas dire que les Iraniens ont changé d'avis. Alors là, c'est l'inverse de Donald Trump. Sur ce qui concerne leur volonté de continuer à avoir le droit d'enrichir. Ensuite, à quel pourcentage, là est la question. Mais ils veulent pouvoir continuer à disposer de ce droit. Oui, tout à fait. En fait, on a du mal à savoir qui croire, parce que évidemment, Donald Trump dit une chose et son contraire en quelques heures, donc on ne peut que essayer de se retourner du coup vers les Iraniens, qui eux aussi ont toutes les raisons, d'enjoliver la vérité. Ce que l'on sait en tout cas pour sûr, c'est qu'Abbas Araghchi a été chahuté, et même plus que ça, par les Pasdaran, parce qu'ils ont considéré que, il avait trop donné. Chahuté ce soir même. Oui, chahuté, mais ça dure depuis hier. C'est latent depuis hier à travers l'agence Farce. Il y a eu déjà, il a dit à Farce arrêtez de donner des détails sur le contenu, parce qu'en fait, il ne voulait pas que les Iraniens sachent qu'il y avait entre guillemets des concessions de la part des Iraniens. Et là, c'est le pompon, pour ainsi dire, puisque dans les rues, les pro-Basij et les pro-Pasdaran réclament la chute, ou en tout cas la démission de ces deux hauts responsables iraniens. Donc des dissensions importantes. En tout cas, ce qui semble certain, c'est que si et là je parle sous votre contrôle, c'est que apparemment, ce que disent les experts, c'est que si l'uranium enrichi est dilué en Iran, les Iraniens peuvent le réenrichir. Donc c'est un problème, et à savoir évidemment comment l'extraire, ça aussi apparemment justement, il est difficile d'accès. Vous avez raison de poser ces questions, Sophia Amara, parce que nous sommes en ligne avec Benoît Grémard, qui est justement spécialiste du nucléaire militaire. Merci Benoît Grémard, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense, tout à fait spécialiste de ces questions. Donc, Téhéran, ces dernières semaines, a intensifié ses efforts pour sceller ce matériau hautement enrichi nucléaire, en faisant délibérément s'effondrer, selon certaines informations, des tunnels et en piégeant des entrées avec des mines explosives. Donc, on ne comprend plus très bien. Aidez-nous à comprendre. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, peut encore s'emparer de ce matériau, que ce soit les Américains, que ce soit les Iraniens? Je dirais, ça n'est pas finalement l'important. Est-ce que physiquement, il est possible de s'emparer de ce matériau et ensuite de le détruire? Oui, il est possible, mais c'est surtout l'Iran qui est capable en fait de pouvoir le récupérer, dans le sens où vous devez déjà avoir un périmètre sécurisé, notamment contre des forces hostiles ou des sabotages. C'est-à-dire que il serait très difficile pour une équipe internationale et américaine de récupérer cet uranium, au sens où déjà cette semaine, l'Iran a refusé la résolution de l'AIEA de réaccueillir des inspecteurs pour justement visiter les sites nucléaires iraniens qui seraient susceptibles de contenir l'uranium enrichi. Donc, en tant que tel, c'est très compliqué de la part en fait de la communauté internationale d'avoir en fait un visu sur l'uranium enrichi. Et ces types d'opérations ne sont là aussi, c'est-à-dire faire effondrer des tunnels, rendre difficile l'accès au niveau du nucléaire iranien vis-à-vis d'autrui. C'est une manœuvre notamment du gouvernement iranien pour bien montrer justement qu'il est très difficile d'extraire hors d'Iran l'uranium enrichi, d'où justement cette solution de dilution.
Oui, mais Benoît Grémard, justement, si l'Iran n'a pas accepté ces inspecteurs, l'Iran pourrait prétendre qu'une partie de ce matériau hautement enrichi est irrécupérable. Et qui pourra le vérifier ? Eh ben, le problème, c'est que voilà, sans inspection, et vous avez tout à fait raison, c'est très difficile justement de pouvoir constater, d'évaluer précisément à la fois l'emplacement, parce que ça vous permet aussi d'évaluer l'état des stocks, mais aussi des infrastructures. Et ça, l'Iran veut rester finalement dans le secret le plus absolu. Sachant que si on se base sur le rapport de l'AIEA de juin 2025, on parle beaucoup des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, mais vous en avez aussi d'autres. Par exemple, vous avez 180 kilos d'uranium enrichi à 20% et plus de 6000 kilos à 5%. Donc, dans une solution de dilution, vous pouvez très bien, si vous voulez, puiser dans tous les stocks à droite à gauche pour montrer vis-à-vis en fait d'une inspection internationale que vous livrez un certain nombre de kilos d'uranium enrichi mais dilué, tout en gardant en fait un stock pour peut-être des opérations militaires futures. Mais qui va fournir cet inventaire complet ? Est-ce que l'inventaire dont nous disposions avant cette guerre est considéré comme complet ? Ça, l'inventaire, c'est seul l'AIEA qui peut véritablement le fournir de manière à ce qu'il soit finalement crédible vis-à-vis de la communauté internationale. Mais comme la résolution de l'AIEA qui a été votée, cette semaine pour justement appeler l'Iran à permettre de nouvelles inspections a été certes votée mais refusée par le gouvernement iranien. Là, nous sommes à nouveau dans un point de blocage de manière à toujours garder en fait un côté obscur dans cette gestion du stock de l'uranium enrichi iranien. Merci Benoît Grémard. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce qu'on est sûr, au-delà des discussions sur le comment, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump n'a pas la photo qu'il voulait des bonbonnes, quel que soit le contenant, si je puis dire, de cet uranium enrichi, à partir du moment où il n'a pas ça, il a perdu. Parce que c'était ça qu'il voulait. Il voulait être celui qui démontrerait, alors soit ces bonbonnes étaient exfiltrées vers un pays genre la Chine, soit ramenées aux États-Unis, mais la réalité, c'est qu'il va, semble-t-il, attendons de voir bien sûr ce qu'il y a dans l'accord de principe qui sera éventuellement signé demain, il va dire qu'il en a fini avec l'uranium enrichi sans en apporter la moindre preuve, et en laissant aux Iraniens la charge de la preuve. C'est-à-dire exactement... Vous pensez que c'est ça qui va se passer ? Non, je dis que c'est quand même, sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vu l'accord, c'est l'hypothèse la plus probable. Oui, et en plus, il y a un véritable problème, c'est qu'on ne sait pas si les Iraniens disent vrai. Ils disent les tunnels sont pas accessibles, ça a été miné, c'est très difficile. Peut-être pendant ce temps-là, l'uranium est-il en train de se carapater ailleurs ? On n'en sait strictement rien. Je veux dire, on est dans la nébuleuse la plus absolue. Ceci pour dire qu'aujourd'hui, pour l'uranium, pour régler ce problème, il faut un vrai accord. Si sans accord, les Américains, ni militairement, ni d'aucune manière, ne récupéreront attendez, on n'en est pas là à cet accord, on en est pour le moment à un accord virtuel qui serait signé de façon même pas en présentiel. On est dans la nébuleuse actuellement. Et suite auquel il se déroulerait 60 jours pour qu'on puisse parler du nucléaire. C'est bien ça, Grégoire. Oui, mais ce sera beaucoup plus que 60 jours. Enfin, 60 jours, c'est une date un peu comme ça, mais enfin, ça a pris des années et des années de négocier le JCPOA en 2015. Donc, ça prendra des années de négocier un retour des experts de l'AIEA qui sont à peu près les seuls crédibles, comme ça a été dit, pour faire un peu le bilan de ce qu'il y a en Iran et éventuellement préparer en quelque sorte l'extraction de tout ou partie du matériel fissile qui se trouve en Iran. Mais juste un point pour appuyer ce que disait Richard Verly, il y a quand même un glissement sémantique chez Donald Trump. Il insiste énormément sur le fait que les Iraniens renoncent à avoir la bombe nucléaire. Il parle plus du tout en fait de ces 440 kilos. Il dit bon, on verra plus tard, etc. Donc il présente en fait, Donald Trump présente en quelque sorte le fait que les Iraniens renoncent à la bombe nucléaire comme une espèce de grande avancée, alors qu'en fait c'était déjà dans l'accord de 2015, c'était déjà malgré tout mine de rien dans l'accord du TNP signé par les Iraniens, même s'ils le respectent plus ou moins. Donc en fait il n'y a pas non plus de grande avancée. Je trouve que le fait que Donald Trump s'accroche à ça en disant c'est un peu comme quand il dit j'ai détruit la marine, quand il dit les Iraniens. Vous trouvez que c'est un peu pathétique ? C'est pas que c'est pathétique, mais ça montre en fait en creux qu'il y a. Ça vous provoque. Non, mais ça montre en creux qu'il y a rien d'autre en fait. Il y a rien de, il y a pas d'achievement en fait. Oui. Mais est-ce que finalement, Aurélien Duchesne, il n'y aurait pas une possibilité avec ce nouveau revirement de Donald Trump d'un retour à un plan des troupes au sol que Trump a failli accepter. Il a failli donner son feu vert puisque hier, avant-hier, on a tous lu dans les médias américains qui sont quand même tout de même bien informés
mais un récit très détaillé du fait que cela avait été une option présentée militaire à Donald Trump et que de lui-même, il avait décidé que non, parce qu'il trouvait que c'était trop risqué par rapport à des potentielles pertes de vie de soldats américains. Ça aurait été peut-être l'opération extérieure la plus difficile que les Américains aient faite depuis la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu, quand vous regardez ce qui a été fait pour récupérer les 2 pilotes, ils ont quand même engagé des dizaines d'aéronefs. Alors certes, c'était à 50 km d'un des sites où il y a potentiellement le plus d'uranium, Ispahan. C'était une victoire américaine avec des effectifs énormes engagés. Alors maintenant, imaginez sur des jours avec des centaines d'avions, avec un périmètre à sécuriser, avec des centaines d'hommes au sol pour prendre le terrain, commencer à excaver. Ensuite, les bonbonnes, on commence à les sortir. C'était ingérable, sauf à assumer des centaines de morts. Avec des centaines de morts, peut-être, mais c'était pas du tout l'option Trump. Mais en fait, Sophia Amoras, j'aimerais votre point de vue sur du côté iranien. C'est-à-dire que les Iraniens, en fait, ils veulent, conserver leur droit à enrichir. 2, ils veulent conserver leur connaissance scientifique. Et donc, en fait, ils veulent conserver leur influence dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui pourrait les amener à changer d'avis là-dessus ? Je pense rien, absolument rien. Et vous le dites très bien, c'est surtout ça le problème. C'est-à-dire, ils auront beau frapper, renvoyer les B2, taper des sites. Le problème, est-ce qu'ils peuvent tuer tous les cerveaux qui ont aujourd'hui cette technique? La réponse est non. Donc aujourd'hui, même s'il y a un accord, même si les 440 kilos sont dilués ailleurs, en Russie, en Chine, que sais-je, dans 20 ans, et sachant que le détroit d'Ormuz va perdre de son importance stratégique, c'est l'un de vous qui disiez tout à l'heure à très juste titre que c'est une arme à usage unique. Et moi, je persiste à dire que l'histoire des 4 mers a été étudiée. J'en parlais avec un expert. Et malgré la présence de drones ou de bombardements, les lignes ferroviaires peuvent être retapées. On a hélas vu ça pendant la Deuxième Guerre, où les trains qui emmenaient les gens vers les camps de la mort, qu'il s'agisse de la population juive massacrée dans les camps d'extermination durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils étaient réparés en quelques heures. Même chose pour les camions, même chose pour les pipelines qui pourraient contourner le détroit. Mais juste pour répondre à votre question, il est impossible de tuer l'expertise dans le cerveau des chercheurs. Sophia Amoras, que à la tête de la République islamique d'Iran, aujourd'hui, c'est une génération plus jeune, plus audacieuse, qui est au pouvoir, qui a une façon de voir les choses différente de celle du guide suprême, fini finalement la prudence par rapport à l'arme nucléaire de l'ex-leader. Aujourd'hui, on est face à des négociateurs iraniens qui sont beaucoup plus intransigeants. Oui, intransigeants et inquiets, parce que cette fois-ci, ils ont pu sauver le régime à moins d'une implosion du système au moment où on s'y attend le moins. Ça, c'est déjà vu, n'est-ce pas? Mais tel que c'est parti, ça ne risque pas d'être le cas. Et donc, par conséquent, ce qu'ils veulent, c'est se protéger, avoir une carte maîtresse. Si, petit à petit, celle du détroit d'Ormuz perd en intensité et en efficacité, ils ne seront pas, on n'est pas à l'abri de les voir, continuer à vouloir développer cette arme nucléaire, parce qu'ils voient bien que dans le club des détenteurs de cette arme absolue, quand on vous parle avec respect et vous avez toutes les chances de vous en sortir. Mais Benoît Grémard, serait-il possible que les Iraniens acceptent dans cet accord à venir une suspension partielle de l'enrichissement de l'uranium et qu'ils consentent peut-être, par exemple, à l'exportation de la moitié de leur stock actuellement détenu, et alors que l'autre moitié serait diluée par eux-mêmes chez eux? Il y a peu de risques dans le sens où l'option de la dilution, elle était déjà présente en février 2026, juste avant, lors des négociations à Oman, juste avant l'attaque par drone, explosion de l'ayatollah Khamenei. Donc, si on reprend le discours en fait du ministre iranien, il est totalement cohérent finalement. C'est la même ligne directrice qui guide l'Iran, c'est-à-dire en fait accepter une dilution parce qu'ils sont capables finalement de maîtriser, d'éloigner en fait, la dilution permet d'éloigner la menace d'un usage à des fins militaires, sans toutefois complètement l'éliminer, parce que quand vous diluez de l'uranium 60% pour le ramener par exemple à 20%, vous allongez un délai de rupture
mais vous n'éliminez pas le risque de reconstitution du matériau. C'est-à-dire que vous gardez avec vous les infrastructures d'enrichissement, le personnel, le savoir-faire nécessaire, et donc c'est beaucoup plus confortable au niveau de la position iranienne de proposer une dilution plutôt en fait d'exporter vers la Russie ou autre l'uranium enrichi, et donc s'enlever, si vous voulez, une partie, je dirais, du trésor, donc du carburant des futurs missiles nucléaires iraniens. C'est beaucoup plus compliqué finalement de constituer un arsenal nucléaire, parce que c'est bien sûr, vous l'avez compris, le but du régime des mollahs. Merci Benoît Grémard, merci d'avoir été avec nous ce soir. L'information ce soir, c'est effectivement cet accord en suspension, mais pour lequel nous avons davantage d'informations, en tout cas parmi les dires des uns et des autres, et nous sommes bien obligés en quelque sorte de les croire, en tout cas de commenter leur expression publique, puisque d'un côté nous avons Donald Trump qui dit que quelque chose sera signé demain dimanche. Je rappelle que demain dimanche c'est son anniversaire, il a 80 ans demain dimanche. Demain dimanche c'est le début de la célébration du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il va y avoir énormément de manifestations, de fêtes, diverses et variées, on va y venir un peu plus tard dans la soirée. De l'autre côté iranien, on dit que ça ne sera sans doute absolument pas dimanche, qu'aucune délégation n'a l'intention d'arriver où que ce soit, ni au Pakistan, ni à Genève demain dimanche. Mais du côté également iranien, on dit quand même des choses qu'on ne disait pas auparavant, à savoir que c'est la signature virtuelle de cet accord serait peut-être pour dans quelques jours. Donc, est-ce que les deux parties n'ont pas cette volonté à finalement signer quelque chose qui ne serait rien, bien sûr, de définitif ? Une chose est sûre, Donald Trump sera à Évian, non pas à partir de demain, parce que demain, je le répète, c'est son anniversaire. Et c'est important parce que justement, les autorités françaises qui organisent le G7 à Évian avaient accepté de modifier la date du premier jour d'Évian. Ça sera donc lundi que tout commence à Évian au G7 et non pas demain dimanche, pour plaire à Donald Trump qui demain va avoir beaucoup de choses à faire sur la pelouse de la Maison-Blanche. Donc Richard Verly, Donald Trump, qu'est-ce qu'il peut demander aux membres du G7 quand il va arriver lundi? Parce qu'il va s'y précipiter tout de même lundi. Oui, alors s'y précipiter, attendons de voir. Hein, vous y croyez pas? Non, si, il va venir. Si, il est censé venir. Attendez, il a un programme. On connaît son programme. Oui. Au château de Versailles. Mercredi, il sera à Versailles. Absolument. Mais d'abord, quand même, posons-nous la question. Pourquoi, Anne, vous voudriez que les Iraniens fassent un cadeau d'anniversaire à Donald Trump? Parce qu'une signature demain, ce serait un cadeau d'anniversaire. Pourquoi le ferait-il? Attendons de voir. Même virtuel? Même virtuel. Alors d'ailleurs, on s'interrogeait. Je crois qu'il n'y a jamais eu de signature électronique tout à fait inédit. Tout à fait inédit. Et je me demandais comment ça aura lieu. Vous savez, peut-être on reçoit de la part de nos banques des codes à confirmer sur les portables. Notaires. Peut-être que sur son portable, il devra confirmer le code de l'accord. Non, qu'est-ce qu'il va demander? Il y a un sujet qui va tout de suite arriver. Le déminage d'Ormuz. Et plus que le déminage. Les Européens ont une opération maritime prête. D'ailleurs, ils s'en sont relativement vantés, notamment Emmanuel Macron et Keir Starmer. Voilà, une opération maritime copiée sur celle qui existe en mer Rouge, qui s'appelle l'opération Aspides. Ça veut dire du convoyage de navires commerciaux par des navires militaires, y compris des navires pour déminer, mais également pour fournir une éventuelle couverture antiaérienne. Ça, aujourd'hui, si lorsqu'ils se rencontrent, c'est-à-dire lundi après-midi pour la première session de travail à Évian, si à ce moment-là un accord a été signé et que les Européens ont donc les garanties, puisque c'était ça qu'ils demandaient, les garanties de la part des deux belligérants que les hostilités ont cessé, il n'y a plus aucune raison pour que les Européens refusent d'y aller. Donc là, pour le coup, Donald Trump aura un argument pour dire aux Européens « go ». Bon, ça veut dire quand même que c'est ce qui va se passer, sans doute, entre autres, Gallagher-Fenwick à Évian. Il va y avoir, de la part de Donald Trump, une volonté d'avoir une réponse claire de la part des Européens. Il va y avoir des mini-sommets, des rencontres bilatérales. Il va y avoir énormément de choses lundi et mardi à Évian. Et s'il venait pas? Non, mais vous mettez le doute. Parce qu'il n'a pas d'accord.
Non, mais c'est. Vous pensez que peut-être vexé de ne pas avoir l'accord, Donald Trump pourrait ne pas se déplacer à Évian? Ça lui a traversé. Il a confirmé quand même venu. Par ailleurs, je me permets juste un mot. Alors, il doit quand même rencontrer Emmanuel Macron. Pardon, je vous coupe. Il doit rencontrer l'émir du Qatar. Il doit rencontrer le président des Émirats Arabes Unis. Il doit rencontrer Zelensky. Il doit rencontrer le président d'Égypte. Si, le Premier ministre Modi. Chacun là, ce sont des rencontres bilatérales. Donc c'est énorme le programme de Donald Trump en France à partir de lundi. Non, effectivement. Alors, juste, je me permets une petite incise qui n'est pas très intéressante, mais je me faisais la réflexion suivante. Heureusement que c'est pas moi qui organise le G7, parce que je trouve que ça fait très ancien monde de le décaler pour l'anniversaire de Donald Trump. Oui, ils l'ont décalé. En se disant que voilà, ce type est tellement influent et puissant qu'on va l'accommoder au point de décaler un G7, dont je rappelle que c'est une création largement française, le G7. Mais à la suite de quoi, puisque c'est décalé pour lui, je pense qu'il viendra. Ça, c'est mal connaître Donald Trump. Je pense que la politesse n'est pas partie de ses immenses qualités. Vous verrez. Non. Oui, sans doute qu'il viendra. C'est important qu'il parle avec, effectivement, le président ukrainien et que ces rencontres aient lieu. Je pense pas que pour lui, ça soit le plus important. Non, je vous le confirme. Malheureusement. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qui est réglé aujourd'hui au G7 ? Je sais pas, mais écoutez, il viendra sans doute, ces rencontres auront lieu, est-ce qu'elles vont déboucher sur des bouleversements liés à des décisions de Donald Trump ? Permettez-moi d'en douter, vu le personnage. Sur le fond, il y a d'autres cadeaux autrement plus inquiétants qui sont déjà faits à Trump. Au-delà d'avoir décalé d'un jour pour qu'il fasse son anniversaire avec le MMA, je rappelle par exemple que l'environnement ne sera pas à l'ordre du jour du G7. C'est la première fois que ça arrive. Scandale. Il se trouve que je travaille dans les groupes d'engagement dans la présidence française du G7, notamment au niveau de la jeunesse. On comprend les couleuvres qu'on avale déjà parce qu'on se prépare tous à faire comme on l'a fait depuis 2017 dans les précédentes présidences précédentes de Donald Trump, c'est qu'à chaque fois pour trouver un communiqué final, on finit par se plier. On aurait tellement à proposer en face, il va exiger qu'on intervienne à Hormuz, nous on pourrait conditionner ça à tout hasard à une aide pour l'Ukraine, par exemple, on ne le fera pas, on va se plier, ne serait-ce que parce qu'on va être encore plus dépendant des Américains pour les approvisionnements énergétiques avec ce qui se passe. On fera comme l'a fait Mme von der Leyen en Écosse, on va accéder à tout ce qu'il dira et on s'applaudira de l'avoir fait sur un communiqué à la fin. En tout cas, il y en a un qui est un ancien admirateur de Donald Trump, c'est Tucker Carlson, qui a un podcast avec énormément d'écoute. Il a beaucoup changé d'avis à propos du président américain. Voilà ce qu'il dit à propos du président américain. Il ne le considère pas du tout comme quelqu'un apte et talentueux pour faire des deals. So what do we learn from this? What we learn. On apprend que le président Trump n'est pas un grand diplomate. Il en fait trop. Comme s'il s'agissait d'un buffet à volonté à Atlantic City. Il est donc tentant de rejeter toute la responsabilité sur Trump. Et d'une certaine manière, tout est de sa faute. C'est lui qui a décidé d'agir ainsi. Malgré les pressions auxquelles il a été confronté, c'était sa décision. Ce que nous apprenons réellement, ce n'est pas simplement que Trump est un commandant en chef inepte, qui n'est certainement pas un diplomate et qui n'est manifestement pas un négociateur. Si vous annoncez un accord 38 fois et qu'il ne se concrétise pas, vous n'êtes pas un négociateur. Ce que nous commençons à apprendre, malheureusement pour nous tous, ce ne sont pas seulement les limites de Trump, mais les limites de la puissance américaine. À quel point les États-Unis sont limités dans ce qu'ils peuvent faire et dans la manière dont ils peuvent imposer leur volonté à l'étranger. Ce que Tucker Carlson a dit de façon pas extrêmement claire, mais c'est quand même que Donald Trump n'est pas un bon négociateur. Voilà. Tucker Carlson, il pèse quand même 17 millions de followers. Oui, dans son podcast. Et ce qu'il faut, donc 17 millions l'ont entendu. Oui. Je ne sais pas s'il est 17 millions. Oui, il était en train d'écouter à ce moment-là, effectivement. Oui. Mais après, vous savez, ça peut être viralisé, propagé, etc. Donc, vous pouvez toucher un public encore plus grand que cela. D'abord, il a fait campagne pour Donald Trump, Tucker Carlson. Maintenant, il dit très ouvertement qu'il s'en veut, que c'était une erreur, il le reconnaît, etc. Ce qui marque un premier schisme qui est quand même considérable. Ensuite, si vous voulez, Tucker Carlson, la raison pour laquelle j'insiste sur ces 17 millions de followers, c'est parce que ça lui donne accès à énormément de data qui lui permet de voir, d'identifier, si vous voulez, ce qui marche et là où les gens qui le suivent vont, ce qui les intéresse, ce qui les fait réagir, ce sur quoi ils sont d'accord. Donc il y a des sujets qui reviennent sans cesse chez lui, l'aide militaire à Israël, Gaza,
les trahisons de Donald Trump, les guerres à l'étranger. Et ça peut donner des indications sur la direction que prend à la fois le Parti républicain, mais aussi le Parti démocrate, au sein duquel Tucker Carlson met un bazar pas possible. Parce qu'il dit souvent des choses dont, pas mal de démocrates aimeraient que le parti les dise, ou en tous les cas en parle, et qu'ils sont incapables de faire. Donc c'est un personnage qui est en train de prendre une influence qui est assez considérable, et quand il dit des choses comme cela sur Donald Trump, qui le recevait jusque récemment à la Maison-Blanche. Oui, c'était un peu comme avec Elon Musk. Il y a eu une lune de miel et puis ensuite quelle est la raison distanciation. Quelle est la raison de leur brouille? Parce que c'était un supporter quasiment transi de Donald Trump. Et là, on voit que... Excellente question. C'est Israël et c'est la guerre. C'est-à-dire, pour un type comme Tucker Carlson, si vous voulez, Donald Trump, le fait qu'il n'ait pas arrêté de dire « avec moi, il n'y aura pas de guerre », il y aura moins de guerre, il y aura plus de paix et il y aura plus de ces aventures militaires interminables à l'étranger. Et cette trahison-là, Tucker Carlson, si vous voulez, c'est pas difficile à identifier, et on a fait quelque chose, j'allais dire, au sens digital, dans son discours et ce qu'il produit sur les réseaux sociaux, de colossal, avec une très très forte résonance. Il n'est pas le seul, il y a d'autres influenceurs, mais lui est parmi, au sens médiatique, les plus puissants. Mais en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, Donald Trump, il avait réussi à fusionner deux partis du Parti républicain qui partent du même constat que les États-Unis vont mal et que les États-Unis vont très très mal et qu'il faut leur rendre leur grandeur. Il y en a une partie, dont Tucker Carlson, qui pense que ça suppose d'arrêter en fait de replier les Américains sur eux-mêmes et d'arrêter d'être en contact avec le monde. Et il y a une autre partie qui est au contraire, ils vont retrouver notre grandeur en écrasant le monde entier. Et c'est ça en fait qu'on voit. Donc ce soir, les informations sont encore contradictoires par rapport à cet accord potentiel. Nous avons le côté Donald Trump qui lui affirme que ça sera un deal demain dimanche, et le côté iranien qui dit qu'il n'en est pas question. Mais surtout, ce que nous avons en provenance de Téhéran, ce sont ces images et ce sont que nous allons écouter de ces manifestations du régime, organisées par le régime, devant le ministère des Affaires étrangères il y a quelques instants. Sophia Amara, on n'avait pas eu quand même à ce point-là une montée en tension à Téhéran avec nommément des coupables, puisque là ce sont deux hauts responsables du régime iranien tel qu'il est encore valide aujourd'hui, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Araghchi et le président du Parlement Ghalibaf, qui sont hués par la foule. Oui, et une foule pro-régime. Pro-régime, bien évidemment. Vous avez le régime qui incendie ses propres ministres. Donc il y a des dissensions. Voilà. Donc c'est la preuve par l'image et le son qu'il y a des dissensions. On le savait, on en avait quelques preuves, mais éparses ici et là, parce que c'est évidemment un pays très fermé, mais là nous le voyons. Vous rappeliez tout à l'heure, Anne, que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous aussi que le chef de l'État lui-même, Pezeshkian, lui aussi, qui passe pour un modéré, avait aussi, lui aussi, fait l'objet de critiques. Et d'ailleurs, depuis, on l'entend beaucoup moins. Exactement. Et j'ai entendu tout à l'heure, mais à confirmer, donc je parle jusqu'ici au conditionnel, que le compte X de Ghalibaf, ce n'est plus lui qui y a accès, mais qu'il est géré par des durs du régime. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il se dit beaucoup de choses à l'intérieur de l'Iran concernant ces dissensions. Et là, ce qui est reproché à ces deux ministres, ou à ces deux hauts responsables, le chef du Parlement et le chef de la diplomatie, c'est d'avoir un peu tordu le bras au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei pour le convaincre de signer le protocole d'accord, électroniquement ou pas, ce qui doit être fait dans les prochaines heures ou les prochains jours, selon les versions, et on sera bientôt fixé. Alors vous voyez, d'un côté en Iran, des manifestations pro-régime sont effectivement mécontentes de la possibilité de signature d'un tel accord, mais il y a un pays et surtout un homme qui est particulièrement mécontent de
la possibilité de cet accord, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et demain soir, d'ailleurs, il va réunir son cabinet sécuritaire pour discuter de cet accord possible entre les États-Unis et l'Iran. Rappelons que jeudi soir, il a une énième fois parlé avec Donald Trump. Nous sommes en ligne avec Stéphane Goldin, en direct d'Israël. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire. Bonsoir, vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Pour un haut responsable anonyme, mais dont l'avis a été recueilli dans les médias, cet accord est, je cite, préjudiciable à Israël. Et cette source indique, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'ait aucune influence, donc Benjamin Netanyahou, et que sa voix ne soit pas entendue. Donc, est-ce que c'est effectivement la façon dont est perçue en Israël, Stéphane Goldin, la possibilité de cet accord? Parce que maintenant, on a bien l'impression que Benjamin Netanyahou, effectivement, s'est fait tordre le bras lui aussi, et qu'il a bien compris qu'il ne pourrait pas changer les choses. Effectivement, Anne, concrètement, il y a d'abord eu les instances sécuritaires qui ont dit tout le mal de cet accord, même si on connaît très peu de choses de ce qu'il y aura dans cet accord, mais toujours est-il que dans cette affaire, Israël n'est plus sur la photo et Benjamin Netanyahou n'est plus du tout même sur le cliché à côté de Benjamin Netanyahou. Je voudrais simplement rappeler une date. Il y a exactement un an, c'était le 13 juin 2025, commençait l'opération Racing Lion, c'est-à-dire où il y avait l'attaque israélienne sur l'Iran. Après, les Américains sont venus, je dirais, aider Israël dans cette affaire. Après, il y a eu une autre opération qui a commencé le 28 février derrière. Et maintenant, on en est là où Israël se retrouve un peu seul, avec évidemment énormément d'inquiétudes concernant la sécurité d'Israël. Maintenant, au-delà de ça, il y a la question de Benjamin Netanyahou qui est plus du tout, je dirais, en phase avec Donald Trump. Alors, au-delà, je dirais, des raisons qui sont électorales, il y a évidemment en Israël, puisque évidemment, on rentre dans une période électorale, il y aura des élections au mois de septembre en Israël, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui se sont passées entre Israël et les États-Unis. D'abord, le fait que peut-être qu'Israël ait un petit peu forcé le bras aux États-Unis dans ce conflit, ont à chaque fois plutôt voulu promouvoir l'action militaire plutôt que l'action diplomatique. Et c'est vrai qu'encore il y a encore peu de temps, il me semble que c'était il y a encore une semaine sur votre plateau où on parlait d'espionnage d'agents israéliens vis-à-vis de personnel américain et de personnel militaire. Non mais Stéphane Goldin, qu'est-ce que vous voulez dire sur effectivement cette enquête que nous avions évidemment relatée, qui était dans le New York Times, d'espionnage quand même de grande ampleur de la part d'Israël sur un de ses alliés les plus précieux, les États-Unis. Vous êtes en train de nous dire que donc ça a joué un rôle pour une certaine détérioration des relations entre les deux pays? Je ne sais pas si ça a joué un rôle, parce que c'est pas la première fois que les deux pays s'espionnent mutuellement. Mais il est très probable que dans le contexte actuel où Donald Trump voulait à tout prix et veut à tout prix arriver à un accord, et d'un autre côté Benjamin Netanyahou qui voulait éviter à tout prix cet accord, ça puisse jouer un rôle dans la détérioration, je dirais, dans la détérioration actuelle. Oui. Maintenant, il y a des intérêts divergents entre Israël et les États-Unis aujourd'hui. Pour le moment, c'est comme ça. Je reste persuadé que les États-Unis resteront et restent le principal allié de l'État d'Israël. Là-dessus, il n'y a même pas d'ombre là-dessus. Mais c'est vrai qu'Israël aujourd'hui a énormément d'inquiétudes quant à cet accord, parce que c'est vrai que rien n'est dit sur la question de l'uranium, et on sait très bien que l'IAEA n'a même pas pu contrôler cet uranium, et je doute qu'elle puisse le contrôler demain. Concernant les proxys, point d'interrogation, et concernant Stéphane Goldin, pareil. Stéphane Goldin, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, vous avez passé des années dans Tsahal, vous connaissez ce pays par cœur, quelle est la marge de manœuvre pour Benjamin Netanyahou afin qu'il agisse seul? Est-ce qu'il a la capacité d'agir de façon indépendante pour empêcher l'Iran justement d'acquérir une arme nucléaire existe? Aujourd'hui, je doute. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, je doute. C'est-à-dire ce que Benjamin Netanyahou pouvait faire face à Obama ou à Biden, il ne peut plus le faire face à Trump. Je pense qu'il a les pieds et mains liés par rapport au lien qui le liait à Donald Trump. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des actions qui pourraient être menées par l'État d'Israël sur le territoire iranien, mais cette opération serait relativement
petite et pas du tout d'envergure. Reste la question de la capacité israélienne de pouvoir agir. Et là, c'est tout le point d'interrogation qui se pose aujourd'hui, compte tenu de cet accord. Et c'est vrai que aujourd'hui, énormément de personnes en Israël ont des doutes sur la possibilité de Benjamin Netanyahou de dire non à Donald Trump. Merci pour vos propos très clairs, Stéphane Goldin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct d'Israël. Est-ce que on peut se poser la question, Richard Verly, est-ce que cet accord, comme dit cette source israélienne ce soir qui critique ce haut responsable qui dit que cet accord est préjudiciable à Israël, il ajoute que cet accord, s'il a lieu, il instrumentalise la Coupe du Monde, les célébrations du 250e anniversaire et le fameux anniversaire de Donald Trump. En fait, c'est pour ça qu'il arrive là maintenant. Sans doute, mais vous imaginez ce qui va se passer si l'accord est signé, rappelons-le. Pour l'instant, il ne l'est pas. Et vous avez bien dit et répété que l'Iran ne semble pas s'y presser. Mais s'il est signé pendant le G7, vous avez dit, Anne, tout à l'heure, seront présents. Le président égyptien, on va faire la liste. Tous les présidents des pays arabes et du Golfe seront là, aux côtés de Donald Trump, avec le document signé que Trump ne se privera pas de montrer à tout le monde. Les Européens, qui sera le grand absent ? Benjamin Netanyahou, Israël. Le seul même. Et ça, ce sera véritablement une gifle adressée à Israël, qui a mené cette guerre aux côtés des États-Unis, qui peut-être même a convaincu Donald Trump de mener cette guerre. Eh bien, au moment de le régler, si ça devenait intervenir à Évian, et notamment la journée du mardi, qui sera la journée cruciale sur le plan diplomatique avec les pays arabes, là, le camouflet à Benjamin Netanyahou serait total. La seule solution, ce serait que la France, à la dernière minute, décide d'inviter Netanyahou, qui par ailleurs est poursuivi par la CPI. Et ça paraît impossible et impensable. Improbable. Vous savez ce qu'est en train de dire Richard Verly ? C'est que là, c'est l'œuvre de Benjamin Netanyahou. À travers cette guerre et l'ensemble de son œuvre politique, il aura réussi, in fine, je ne sais pas s'il sera réélu, c'est possible lors des prochaines législatives, dans 4 mois, à mettre son pays, Israël, dans la même situation que son pire ennemi, l'Iran. Paria, traité comme un voyou et complètement isolé. Parce qu'on a commencé cette séquence avec Tucker Carlson. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je ne sais pas combien de personnes il embarque, mais il participe au changement à la vitesse de la lumière de l'opinion publique à l'endroit de l'idée même de l'aide américaine à l'État hébreu. Et donc c'est ça les ruines fumantes est en train de contempler Benjamin Netanyahou. Outre les mandats d'arrêt à la Cour pénale internationale pour lui et ses complices. Quasiment démunis. Voilà, avec des accusations génocide à Gaza, terrorisme en Cisjordanie, épuration ethnique dans le sud Liban, guerre illégale contre l'Iran, etc. Aucun de ces feux n'est éteint. Ce sont des feux qui sont à demi éteints, qui ne demandent qu'à être rallumés, et avec cette promesse, comme Donald Trump, de la paix par la force. Avec quelle philosophie de se dire que les voisins, les Arabes comme ils les appellent, ne parlent qu'une seule langue, c'est la force. Et au final, il n'aura ni la paix, ni la sécurité, énormément de rancœur. Et ça, c'est un danger que vont devoir gérer les successeurs de Benjamin Netanyahou et potentiellement dans une configuration géopolitique très différente de l'actuelle. Parce que c'était son rêve. Potentiellement beaucoup plus explosif. C'était son rêve. Et c'est ça, il faut lui reconnaître sa détermination. L'œuvre de sa vie, c'était de trouver un président américain prêt à embarquer avec lui contre l'Iran. Cette occasion, eh bien, il vient d'en faire l'expérience et regardez où on en est. Revenons à ce qui va se passer demain, le 14 juin, aux États-Unis, puisque depuis quelques semaines, elle fait de l'ombre à la Maison-Blanche. Je veux parler de cette arène octogonale qui va accueillir les combats en cage de MMA, de la Ligue Ultimate Championship, ça s'appelle la Ligue UFC, qui sont supposés, ces combats qui vont avoir lieu demain soir, contribuer à célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine et surtout les 80 ans de Donald Trump, organisé par le comité Freedom 250, lui-même créé par Donald Trump et accompagné par l'émission de pièces commémoratives à son effigie. On vous en avait parlé sur cette antenne il y a quelques semaines. L'événement qui va commencer demain porte la marque indélébile de Donald Trump. Écoutons ce clip de l'UFC. L'UFC, donc cette ligue de MMA qui fait son autopub pour ce fameux combat de demain soir.
This country was built for those willing to take a chance. We don't wait for opportunity. We create it. Tonight is the night. America is the land of the free and the home of the brave. Incredible. And as history proves, fortune favors the brave. True power belongs where it started, with us. We the people. Alors, nous allons, ça va être un petit moment, un petit quart d'heure MMA. J'espère que vous vous êtes documentés. En tout cas, je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas que non, parce que moi, j'aime le MMA. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Donc, j'en parle pas tous les jours, mais j'aime le MMA parce que c'est mon fils de 19 ans qui m'a initié, disons, à regarder ce genre de compétition. Et il va regarder, mon fils, comme beaucoup de jeunes gens de son âge, ce qui va se passer demain soir dans la cage octogonale devant la Maison Blanche, parce qu'un Français, figurez-vous, va combattre. Il y aura quand même 14 combattants et le Français s'appelle Cyril Gane et il va combattre contre un Brésilien qui est ceinture intérimaire de poids lourd. Et donc ils ont deux styles complètement différents. On peut écouter d'ailleurs ce Français Cyril Gane qui évite de tenir des propos trop politiques, parce que le MMA est extrêmement politisé, bien sûr, on va en parler tout de suite, mais il y a aussi beaucoup d'argent à la clé, et la possibilité de se faire voir pour le combat de demain soir par 1 milliard de personnes. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment exceptionnel. D'avoir été choisi pour cet event, je me sens privilégié. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Très sympa, très posé, très à propos du MMA, les valeurs du MMA, les valeurs des combattants, en tout cas. Et ça, c'est bien. Bon, il s'agit de Cyril Gane, donc le combattant français. Je rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Général Richoux, je vous ai entendu poser la question à votre voisine de ce qu'était exactement le MMA. Effectivement, ça combine la lutte, le judo, la boxe thaï. Bon, bref, on va pas parler du sport en lui-même, mais simplement, Gallagher Fenwick, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump utilise le MMA. Utilise le MMA pour cultiver l'image d'un combattant lui-même et d'un combattant prêt à tout. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que Cyril Gane, qui était, je crois, au micro de Sonia Dridi, il l'a parfaitement compris. Je l'ai trouvé, cet athlète, très éloquent et très politique à ce sujet. Parce que quand il dit, oui, il est très à propos, en fait, il répond à une question sur est-ce que Donald Trump, il sait ce que c'est le MMA. Et donc Cyril Gane dit qu'effectivement il le sait. Et je pense qu'il ne ment pas en disant cela. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que comme vous, c'est votre fils de 19 ans qui vous y amène, c'est son fils qui a à peu près le même âge, qui amène Donald Trump à cela, en disant papa, en l'occurrence Baron qui parle à Donald, tu devrais t'intéresser à ça et tu devrais l'utiliser dans le cadre de ta campagne parce que c'est extrêmement suivi, et notamment par les jeunes hommes qui aiment ça et qui pourraient oui, mais Gallagher, nous n'avons pas les mêmes buts, Donald Trump et moi-même. Voilà, franchement, je tiens à le souligner. Hein. Mais donc voilà, il y a effectivement ce côté politique dont il ne va pas se priver. Après, il y a aussi cultiver l'image du combattant. Voilà, viriliste, masculiniste. Voilà. Il y a ces valeurs, le combat. On voyait parler sur la vidéo un électorat masculin jeune. Oui. Même s'il y a aussi des femmes qui aiment qui apprécient le MMA. Mais juste un mot sur le personnage qu'on a vu dans la vidéo, Dana White. C'est lui qui a participé de Donald aussi. Trump. Alors à la fois donc, à la monétisation, dirige cette ligue, mais à la professionnalisation de ce sport qui n'est plus ce qu'il a pu être à ses débuts, qui était quand même sacrément sanglant. Alors attendez, en 2001, il était interdit. Il était encore interdit. Le MMA était interdit dans 36 États. Oui. Et c'est Trump lui-même qui a ouvert les portes de son casino à Atlanta City pour les premiers combats de MMA. Oui, donc ça s'est grandement professionnalisé. Et maintenant, les athlètes que vous voyez comme Cyril Gane sont vraiment des athlètes de très, très haut niveau. Donc, Aurélien Duchesne, le MMA, nouvel outil de soft power. Absolument. Enfin, déjà, il y en a un autre qui a compris, c'est Vladimir Poutine. Et des gens comme Conor McGregor et même beaucoup de Tchétchènes. Vous allez même en France, ce sont beaucoup de Tchétchènes qui sont impliqués dedans. Poutine a très bien compris. Trump l'a aussi compris dans son pays. Gallagher citait l'aspect poétique de ça. Vous regardez la campagne de 2024, ceux qui ont ramené à Trump jusqu'à 2 millions de voix supplémentaires dans la génération Z, ce sont des influenceurs liés au MMA. Même des gens du milieu du jeu vidéo comme Aiden Ross, qui sont dans les mêmes délires pseudo-masculinistes de Andrew Tate, qui est maintenant à Moscou comme tous les
toute la bande, ils ont contribué à la campagne de Trump sur les réseaux sociaux. Et Trump, là, il a même recruté le frère de Logan Paul, le grand vidéaste qui s'est reconverti à la boxe. Trump investit à fond. La première fois, personnellement, que j'ai entendu parler de Trump, 1 an avant qu'il devienne candidat à la présidence des États-Unis, c'était ce combat de catch où Trump lui-même est allé faire un faux combat du chiquier le catch avec Vince McMahon, dont la femme est devenue un membre du gouvernement Trump. Ministre de l'Éducation. Corrompu à fond. Mais... Richard Verly, effectivement, donc le MMA, c'est un truc de gladiateur vu par les yeux de Donald Trump. Mais je souligne que l'exécutif américain a demandé à ses diplomates de promouvoir le MMA via de nouveaux accords avec Dana White, donc le dirigeant de l'UFC, son patron. Donc c'est très important. Écoutons d'ailleurs le son de Marco Rubio à propos de Dana White. Le nombre de dirigeants étrangers qui veulent venir voir le show est incroyable. C'est au point où nous pourrions avoir une crise diplomatique parce qu'on ne peut pas amener tout le monde. Certains de ces dirigeants n'ont même pas de combattants de leur pays qui va combattre. Ils veulent juste venir parce qu'ils sont fans du sport et qu'ils le suivent. Richard Verly, là, l'instrumentalisation politique, elle est directe. Mais l'instrumentalisation, elle est totale. Et je rappelle qu'en ce qui concerne Dana White, elle commence dès le 6 novembre 2024, l'élection de Donald Trump, cette fameuse nuit. On est tous à Palm Beach, dans le centre de congrès où Donald Trump vient vers 2h du matin faire son premier discours de président élu. Qui est le deuxième orateur? C'est Dana White. Dana White est le deuxième orateur, vous imaginez, après Donald Trump. Il prend la parole et c'est véritablement, ça l'installe comme une personnalité politique du Trumpland, si je peux dire. Il est une personnalité très influente. Vous avez aussi quelqu'un comme Joe Rogan, le podcasteur, qui a pris ses distances sur la guerre. Il a trouvé ça étrange avant de s'enthousiasmer. Voilà, il a pris ses distances sur la guerre, mais il est revenu pour quelle raison? C'est évidemment Joe Rogan, il est dans ce circuit commercial du MMA, il y a beaucoup d'argent drainé, c'est un point que je voulais dire. 1 milliard de téléspectateurs ou de spectateurs potentiels, vous l'avez dit Anne, vous multipliez par un certain nombre de dollars et vous avez compris énorme. Que c'est une excellente affaire commerciale qui va se dérouler demain sur la pelouse de la Maison Blanche. Oui, Ulrich. Juste, j'élargis un peu la focale, vous parlez de pelouse de la Maison Blanche. Je pense que ça illustre aussi cette volonté de Donald Trump de complètement repenser en fait la capitale américaine et de marquer son empreinte. Je pense que cette image de cette cage énorme sur la pelouse de la Maison Blanche, c'est quelque chose qui marquera sa présidence. Il a rasé l'aile est de la Maison Blanche. Il a refait la reflecting pool à Washington. Il y a sa tête sur un certain nombre de ministères aux États-Unis. Il y a quand même une volonté de la part il y a cette possibilité d'arc de triomphe. Il y a une volonté, je pense, de Donald Trump d'utiliser les 250 ans des États-Unis pour marquer probablement l'histoire de Washington. Et cette cage, ce symbole de cette cage, il en fait largement partie. Oui, Sophia Marin. Sachant que ça a quand même coûté 60 millions de dollars, voilà, et que ça a été installé sur la pelouse sud, qui était normalement le lieu où le théâtre de la course les accords d'Oslo ont été signés sur la pelouse sud, qui accueille demain soir l'Octogone. Entre Arafat et Rabin, Yitzhak Rabin, et donc là, c'est juste une arène qui renvoie cette image de puissance qu'il veut donner et qui en réalité ne couvre pas ou ne remplace pas ou ne rattrape pas l'échec militaire qu'il est en train de subir au Proche-Orient. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu barbare là-dedans, véritablement, moi qui m'impressionne. Dans ce sport ou dans son instrumentalisation politique? Oui, parce que les États-Unis, c'est autre chose. Je veux dire, on peut célébrer des 250 ans. C'est un pays du baseball, c'est un pays de plein de choses. C'est un pays, par exemple, il aurait pu faire, je sais pas moi, des rodéos, des choses comme ça. Attendez, c'est le début. Voilà. C'est pour lancer là, je veux dire, les commémorations. Permettez-moi de vous dire, il y a un côté, c'est dans un truc clos. Il y a un côté rollerball. Oui, ça s'appelle une cage, figurez-vous. Oui, c'est dans une cage. Un petit côté science-fiction qui est assez perturbant, je dois dire, et que l'on donne ça comme le symbole de l'Amérique de 2026 est quand même
très très étonnant, je trouve, de la part d'un pays qui se veut le leader. C'est pas l'image de la modernité, de la high-tech, de tout ce que l'on veut, sur laquelle on pourrait surfer pour montrer que les États-Unis sont en tête du monde libre. Là, on va montrer des gens en train de se casser la figure. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Oui. Alors Marco Rubio, on vient de l'entendre, effectivement, dit que les dirigeants étrangers se précipitent pour avoir une place pour ces combats de demain soir. Effectivement, la moitié, je crois qu'il y aura 4000 places sur cette pelouse de la Maison Blanche, et la moitié des places doivent être données gratuitement à des soldats américains, sauf qu'il y a une condition de normes. Ils ne doivent pas être en surpoids. C'est une obsession, je dirais, de Pete Hegseth, le ministre américain à la guerre, qui en parlait de cette obligation de normes déjà au mois d'octobre dernier. Franchement, c'est fatigant de regarder des formations de combat ou n'importe quelle formation et de voir des soldats en surpoids. De même, il est totalement inacceptable de voir des généraux et des animaux en surpoids dans les couloirs du Pentagone et des dirigeants des commandements à travers le pays et le monde. Cela donne une mauvaise image, c'est mauvais et ce n'est pas ce que nous sommes. Oui, vous êtes choquée, Sophia. Ah oui, oui. Ça nous renvoie aux pages les plus sombres du XXe siècle, où des régimes souhaitaient créer un homme nouveau